deux événements majeurs de la crise post-électorale aux yeux de la communauté internationale sont l'affaire de la marche des femmes à Abobo et le bombardement d'un marché du même quartier. Pour en savoir davantage sur ces deux sujets, nous sommes avec le ministre Émile Dirielou, qui est ancien député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et ancien ministre de l'Intérieur. Monsieur Émile, qu'en dites-vous? L'affaire de cette femme qui aurait été tuée à Bobo le 3 mars 2011 est aussi une des énigmes de cette crise dite post-électorale de 2010-2011. Parce que ce jour-là, 3 mars 2011, nous étions au Conseil des ministres. Et c'est au sortir de ce Conseil des ministres que des journalistes de l'AFP et d'autres organes de presse étrangères m'ont appelé pour dire qu'ils auraient appris qu'une marche de femmes aurait été réprimée à Bobo et que cette femme y serait morte. Je n'avais aucune information sur cet événement. Quelque temps après, le ministre Domelo, porte-parole du gouvernement, qui avait été saisi aussi par la même presse étrangère, m'a appelé. Je lui ai répondu que je n'en savais rien pour le moment. Et puis, je suis entré en contact avec le ministre de la Défense, qui lui-même m'a informé qu'il venait d'être saisi aussi par la presse étrangère et qu'il n'avait pas l'information, mais qu'il demandait à ses services de se renseigner pour lui donner des éclaircissements. Je me suis donc adressé au directeur général de la police pour savoir ce qu'il en était. Lui-même et tous les autres services de police n'étaient pas informés de cet événement. Et c'est donc après cela que les forces de défense et de sécurité ont elles-mêmes fait des enquêtes et ont produit le lendemain un communiqué pour dire qu'ils n'étaient pas informés de cela et qu'ils n'étaient mêlés ni de loin ni de près à cet événement qui avait été signalé. Il faut dire que le 3 mars, aucun organe de presse n'était présent à Bobo pour couvrir cette marche. L'événement ce jour-là était l'hôtel Sebroco, siège de l'ONUCI. Parce que ce jour-là, l'ONUCI organisait une conférence de presse pour parler de la réception des 2 Mi-24 que l'ONUCI s'apprêtait à recevoir. Et donc, ils organisaient une conférence de presse. Et donc, toute la presse était focalisée vers cet événement-là. C'est pour vous dire que tous les organes de presse qui, par la suite, ont relayé cette information, n'avaient aucun correspondant sur les lieux. Ils l'ont fait à partir des témoignages d'après eux et à partir d'un élément filmé qui leur a été donné. Mais cet élément filmé, lorsque nous l'avons visionné, nous montrait clairement que tel que l'événement a été relaté, il y avait beaucoup de zones d'ombre. Parce que la manifestation telle qu'elle a été montrée, manifestement, à certains endroits, ne se déroulait pas à Bobo. Parce que nous connaissons Abidjan. La voie qui était montrée n'était pas une voie qui passait à Bobo. On avait plutôt vu que c'était la voie qui passait devant l'hôtel Sebroco par la Carena, pour ceux qui connaissent Abidjan. Et certaines de ces images
on l'a dit, démontre clairement que cet événement-là, il y a beaucoup de doutes dessus. Mais il faut dire aussi que les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ne pouvaient pas avoir fait cela ce jour-là. Pourquoi? Parce que depuis le 25 février 2011, les forces de défense et de sécurité ne patrouillaient plus à Bobo. De fait, Abobo était sous le contrôle du commando invisible. Donc cette force pro-Ouattara qui était sous les ordres de Ibrahim Koulibaly, dit IB. Mais aussi, il y avait les forces armées des forces nouvelles sous le commandement de Soro qui étaient aussi présentes dans Abobo. Et les deux forces se disputaient le contrôle d'Abobo. Les forces de défense et de sécurité ne patrouillaient plus à Abobo depuis le 25 février 2011. Leur seule présence était qu'ils étaient cantonnés au camp commando d'Abobo, d'où ils ne sortaient pas, parce que encerclés par toutes les forces rebelles dont je viens de parler. La seule activité était que chaque jour, il fallait leur envoyer des ravitaillements. Et donc le ravitaillement partait de la gendarmerie d'Agban, empruntait la route qui passe par le zoo d'Abidjan, qui arrive au carrefour d'Abobo, qu'on appelle le carrefour Samaké, qui passe devant la mairie d'Abobo et va au camp commando d'Abobo pour approvisionner les FDS qui y étaient stationnés. Et ce ravitaillement se faisait par char. Les éléments étaient dans un char. Ce jour-là, le ravitaillement devait se faire par un char de la BAE, la brigade anti-émeute, qui est une unité d'intervention de la police nationale. Le char, ce jour-là, tel que les responsables de la police me l'ont expliqué, était en panne. Ils ont dû le réparer au camp de la BAE à Yopougon. Et c'est quand le char a été réparé que l'approvisionnement a été fait dans l'après-midi de ce 3 mars 2011. Or, l'événement est supposé avoir eu lieu le matin, puisque c'est quand nous sommes sortis du Conseil des ministres vers 14 h qu'on nous a signalé que l'événement a eu lieu. Ensuite, l'endroit où l'événement est supposé avoir eu lieu, qui est ce qu'ils appellent le carrefour, le carrefour Anador à Boboga. C'est un carrefour situé sur la voie express à Djamé à Bobo, en passant par l'université d'Abobo à Djamé. Il se trouve que 2 semaines auparavant, l'ONUCI a barré cette voie en y entreposant des conteneurs. De sorte que les FDS ne pouvaient plus emprunter cette voie pour aller ravitailler leurs amis qui étaient au camp commando. Ce qui explique qu'ils avaient changé de voie et qu'ils partaient maintenant de la gendarmerie d'Agban en empruntant la voie du zoo. Donc, ce jour-là, les FDS n'étaient pas en patrouille, puisqu'ils cantonnaient au camp commando d'Abobo. Qu'est-ce qu'ils pouvaient aller faire au carrefour Anador où se déroulerait une manifestation pour la réprimer? Donc, quand vous réunissez tout cela, vous ne pouvez pas accréditer la thèse que cette marche-là a été réprimée ce jour-là et qu'il y aurait eu des morts. Mais ensuite, pour toute manifestation démocratique, lorsque des populations mécontentes manifestent, c'est pour que leur manifestation soit connue. Parce que sinon, si vous allez manifester dans votre chambre, personne ne vous voit. Quel intérêt donc il y avait ce jour-là à manifester, alors que la manifestation n'a jamais été annoncée, à manifester sans la présence de la presse,
à manifester sans la présence d'aucune autorité, parce que quand vous manifestez, c'est pour aller protester devant une autorité. On fait une demande là-bas aussi. Donc, tout ça n'était pas réuni. Donc des gens qui manifestent ce jour-là, dans l'anonymat, en quoi donc cela pouvait gêner le gouvernement pour aller réprimer cette marche-là? Donc cette marche-là, si elle a eu lieu, et si ce jour-là, il y a eu des morts, ils ne sont nullement du fait des forces de défense et de sécurité. Il faut peut-être aller chercher dans les forces qui étaient présentes à Abobo à ce moment-là, c'est-à-dire le commando invisible et les forces nouvelles, qui se disputaient, comme j'ai dit, le contrôle de la commune d'Abobo. Et vous avez même vu que leur bataille pour le contrôle d'Abobo a continué même après le 11 avril et a abouti à la victoire du camp de Soro Guillaume sur le commando invisible par l'assassinat de Ibrahim Koulibaly dit Ibé. C'est à partir de ce mouvement-là que les autres ont pris le contrôle d'Abobo. Mais depuis que les forces de défense et de sécurité s'étaient retirées d'Abobo, les affrontements avaient lieu entre ces deux groupes pour contrôler Abobo. Donc, s'il faut chercher, c'est de ce côté-là. Monsieur le ministre, parallèlement à l'histoire de la marche des femmes d'Abobo, on a parlé également du bombardement d'un marché du même quartier. Oui, l'affaire aussi du bombardement du marché d'Abobo est exactement comme celle de la supposée marche des femmes. Parce que, comme je vous ai dit, depuis le 25 février, nous, on n'était plus à Abobo. Et le 17 mars, on nous dit que les FDS, depuis un de leurs camps, et il n'y avait qu'un seul, c'était le camp commando d'Abobo, ont lancé des obus sur le marché. On nous signale donc que le marché bombardé, c'est le marché Siaka Kone d'Abobo, donc marché situé en face des locaux de la mairie d'Abobo. Si ce marché-là est celui qui a été bombardé, il se situe à environ 2 km du camp commando d'Abobo. Et les experts peuvent enquêter et déterminer la vérité. Les mortiers dont disposent les forces de défense et de sécurité ivoiriennes n'ont pas une portée qui dépasse 1,5 km. Et si ces mortiers-là doivent dépasser 1,5 km, il faut ce qu'on appelle un relais. On ne disposait pas de relais. Donc, au maximum, on ne peut lancer des obus qu'à 1,5 km. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moins la distance à atteindre est éloignée, est courte, plus la courbe de lancement de l'obus est haute. Si vous voulez atteindre une cible, si elle n'est pas éloignée, l'obus doit aller très haut pour pouvoir redescendre. Mais si plus la cible est éloignée, moins la courbe de lancement est haute, c'est-à-dire elle devient plus basse pour pouvoir atteindre la cible. Entre le camp commando et le marché Siaka, il y a des immeubles. Si donc l'obus a été lancé depuis là, au moins des immeubles sur le passage auraient été touchés. Mais aucun immeuble n'a été touché. Donc ça, c'est déjà une première observation. Deuxième chose, les obus dont disposent les forces terrestres, à supposer qu'ils les aient transportés au camp commando d'Abobo. Parce que la gendarmerie d'Abobo ne dispose pas de mortiers. Voilà. Donc, à supposer que les mortiers aient été transportés d'une autre unité des forces terrestres pour arriver au camp commando et que les obus aient été lancés, leur rayon d'action au point d'impact, c'est-à-dire quand ça explose, c'est 100 mètres.
C'est-à-dire 100 mètres aux environs, ça touche tout ce qui est là. Mais sur ce marché-là, rien n'a été observé. Le marché, là, il est situé, pour ceux qui connaissent à Bobo, non loin du collège Saint-Joseph. Donc, dans les environs, là, il y a des immeubles. Il y a même une gare où stationnent des camions. Donc, si l'obus éclate là, il fait des dégâts énormes dans un rayon de 100 mètres. Or, on nous dit qu'il y a eu 7 obus. Les 7 obus, mathématiquement, ne peuvent pas tomber au même endroit. Hein? Donc, si les obus, chacun est tombé à un endroit différent, calculez alors l'impact. Si chacun a un rayon d'action de 100 mètres, calculez l'impact qu'il aurait produit 7 obus qui auraient éclaté sur ce marché, qui, je vous le rappelle, est un petit espace. Sa taille ne dépasse pas la taille d'un terrain de handball. Et donc, sur ce marché-là, on aurait obtenu des dégâts importants. Or, rien de tout cela. Moi, j'ai habité non loin de là, pendant 2 ans. Donc, je connais bien le quartier. Mais aucun des immeubles alentours n'a été touché. La mairie elle-même, là, d'Abobo, en face, là, aurait reçu des impacts. La chaussée même qui passe là, la chaussée aurait eu des dégradations. On n'a observé aucune de ces mesures. Les gars qu'on a observés là, ce n'est pas quelques cabanes ou hangars précaires qui auraient été détruits. Et que les images qu'on nous a montrées des blessés, ce n'est pas des gens qui auraient été blessés avec des impacts comme des éclats de verre. Les gens auraient été déchiquetés. On n'a pas observé cela. Donc, là aussi, on ne peut pas affirmer que les FDS ont bombardé ce marché-là. Et puis, dans quel intérêt? Parce que souvent, quand les gens parlent d'Abobo, ils font comme si Abobo, là, était un territoire surabidjan où n'habitaient que des populations favorables à Alassane Ouattara et que toutes les populations, aucune personne favorable à Gbagbo n'habitait à Bobo. Je voudrais rappeler que Abobo, depuis 1995, a comme députée Mme Simone Gbagbo. Elle est députée d'Abobo. Elle a été élue. Elle n'a pas été nommée là-bas. Elle a été élue par des populations. Donc elle est députée depuis 1995 et réélue en 2000 à Abobo. Et même si vous prenez les résultats des élections présidentielles de 2010, le président Laurent Gbagbo a obtenu 41% des voix à Abobo. C'est-à-dire qu'il y a au moins 40% de la population là qui lui est acquise. Donc, des gens qui sont ses partisans ne peuvent pas à l'aveuglette lancer des bombes dans ce quartier. Comme si les bombes avaient la faculté de distinguer qui était pro-Gbagbo et qui ne l'est pas en éclatant. Surtout sur un marché. Est-ce qu'on a, ou alors on a pris la précaution ce jour-là de demander à tous les pro-Gbagbo de ne pas aller dans ce marché ou non, ce n'est pas crédible comme affirmation. Ce n'est pas crédible. Et donc moi je pense que si les gens tiennent à la vérité, tant sur le massacre des femmes que sur le bombardement du marché d'Abobo, il y a une chose à faire. Par exemple, si le massacre, les seules images qui ont accrédité cela, ce sont les images de vidéos amateurs qui ont été présentées. Il suffit tout simplement de les expertiser. Parce qu'il y a des techniques pour le faire. Pour voir l'authenticité de ces images qui ont servi à l'ONU de prendre une résolution contre Gbagbo pour dire qu'il faut détruire les armes lourdes et donc arriver à leur coup d'État. La même chose pour le marché. Il suffit tout simplement d'expertiser, de faire une étude balistique pour déterminer exactement quelle est la nature de ces obus-là et de qui elles proviennent. Parce que comme je dis, Abobo, là, depuis le 25 février, était le théâtre d'affrontements
entre forces rebelles. Donc, il faut voir de ce côté-là. Il faut voir de ce côté-là. Pour que la vérité, si tant est qu'on recherche la vérité, il faut la faire. Parce que je voulais donner quelque chose, peut-être ce n'a pas quelque chose à voir dans les médias, mais pourquoi je dis il faut faire une expertise, par exemple, de la vidéo. Lorsque, en 2002, circulait à Abidjan un film documentaire du Côte d'Ivoire poudrière identitaire, les gens spéculaient dessus. Il y en a même qui se faisaient l'argent, on le projetait dans des salles obscures, parce que c'est ce que... Mais la télévision ivoirienne, à l'époque, a décidé de projeter le film avec débat, suivi de débats. Et le film a été projeté à la télévision. Il y a eu un débat. Et depuis ce jour, les rumeurs avaient cessé. Je demande la même chose. Que cette vidéo sur le massacre des femmes à Bobo, là, qu'il la projette à la télévision ivoirienne, qu'il y ait un débat autour, qu'elle soit expertisée. On verra si effectivement ce jour-là, des femmes ont marché et ont été bombardées par les forces de défense et de sécurité. Chers frères, ce que je voulais dire, c'est que tout ceci, et nous le maintenons, ce sont des montages. Ce sont des montages pour atteindre un objectif. Celui d'attendrir la communauté internationale et obtenir la prise de sanctions contre Laurent Gbagbo parce qu'on ne voulait pas de lui au pouvoir. C'est tout. Le reste là, c'est de la diversion. Monsieur le ministre, des charniers auraient été signalés à plusieurs endroits, notamment à Ndotré, dans la commune d'Abobo. La police, dit-on, aurait empêché l'ONUCI d'avoir accès à ces charniers. Pourquoi? Vous étiez ministre de l'Intérieur, pourquoi? Sur l'existence donc de ces charniers, nous avons été saisis par un parlementaire norvégien qui est venu en Côte d'Ivoire et qui voulait enquêter sur l'existence de ces charniers. Il m'a contacté en tant que ministre de l'Intérieur pour avoir l'autorisation de se rendre sur les lieux. Je lui ai donc délivré une autorisation lui permettant d'aller partout en Côte d'Ivoire, partout où on lui signalerait l'existence d'un charnier. Donc, muni de cette autorisation, il s'est adressé à l'ONUCI pour solliciter qu'elle puisse l'accompagner. Et c'est là qu'on lui répond que l'ONUCI n'a pas connaissance des charniers en Côte d'Ivoire. Et que donc n'était pas en capacité de l'accompagner puisqu'il ne sachant pas où se trouvent les charniers. Très remonté, ce monsieur a organisé une conférence de presse pour dénoncer cette machination. Donc vous voyez que cette histoire des charniers participe du complot contre Laurent Gbagbo. Et vous constaterez aussi que depuis que Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir, l'ONU ne cherche plus de charniers en Côte d'Ivoire. Oh, Dieu seul sait qu'il y en a. À Dieukwé. Et cela, je l'ai fait remarquer à M. Bert Condès lorsqu'il est arrivé pour rencontrer les exilés. Je lui ai dit, mais monsieur le représentant du secrétaire général de l'ONU, le camp de Naïbli à Dieukwé était sous la protection de l'ONUCI. Et des gens y sont entrés, ont tué. Le gouvernement dit qu'il y a eu 13 morts. Les élus ECA de la région disent qu'il y a eu 200 morts. Et vous, en tant que représentant de l'ONU, au lieu de chercher à faire une enquête, vous demandez aux élus ECA de vous apporter les preuves. Alors que c'est vous qui devez rechercher les preuves. Mais après, on a découvert qu'effectivement, il n'y avait pas eu 13, mais beaucoup plus, puisque 10 puits ont été identifiés dans la région de Dieukwé, où des cadavres ont été jetés.
Ils ont commencé par l'exhumation des cadavres dans un des puits. Ils y ont soustrait 6. Et le procureur de la République de Mans est venu interrompre l'opération. Jusqu'à aujourd'hui, de 2012 jusqu'à aujourd'hui. L'opération est interrompue. Les 6 corps qui ont été extraits du premier puits, ils les ont amenés à Abidjan sous le prétexte de faire une autopsie. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le résultat de cette autopsie. La recherche sur les autres puits, donc sur les autres charniers, a été arrêtée. Et l'ONUCI est muette. L'ONUCI ne recherche plus des charniers en Côte d'Ivoire parce que Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir et que c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Voilà la vérité.